Éric Bonnet, qui a rejoint l'école pour animer le DSA il y a quoi, un an maintenant, un tout petit peu plus, qui est également, vous le savez certainement, Grand Prix de l'urbanisme cette année, et qui nous fait le plaisir et l'honneur de faire une leçon inaugurale sur l'architecture nordique et ses rapports d'échelle, et ce qui va sûrement être très intéressant. Merci beaucoup. Donc oui, je suis très heureux d'avoir l'occasion de faire une sorte de cours. Mais donc j'ai choisi, comme ça fait effectivement pas très longtemps que je suis à l'école, que je suis pas venu par hasard dans cette école, qui s'appelle École nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires. C'est sans doute pour ça que je suis venu. Je vais essayer de montrer pourquoi. Dans un parcours effectivement d'architecte et urbaniste, puisque je suis cette année-là très honoré d'avoir reçu le Grand Prix d'urbanisme. Essayer de montrer à quel point, alors il y a peut-être des choses d'ailleurs, parce que je reconnais certaines têtes, mais il y a des gens que je ne connais pas, il y a des gens que je connais, peut-être des choses que vous allez reconnaître, mais de manière ponctuelle, j'essaie simplement d'organiser à quel point un contexte culturel particulier, qui est celui de l'architecture nordique. Donc quand je dis nordique, ça veut dire Finlande, Danemark, Suède et Norvège, en gros, les pays nordiques, a pu avoir dans le cours de ma vie professionnelle, mais aussi dans mon activité d'enseignant et dans mon activité de chercheur et de critique aussi, puisque j'écris beaucoup d'articles sur cette question, un impact autour de 4 thèmes que je vais identifier. C'est aussi une manière de rappeler que l'architecture, elle a plusieurs échelles, effectivement, de la question de la matière jusqu'à des questions extrêmement territoriales, et qu'elle est éminemment culturelle, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit à la fois dans une expérience, chaque fois qu'on voyage, chaque fois qu'on découvre des choses, qu'on a des émotions face à des bâtiments, face à des paysages, on emmagasine en fait potentiellement, si on arrive à prendre du recul, des choses, des sources qui peuvent fonder en fait notre travail, et qui pour moi ont été beaucoup importantes, enfin ont été très très importantes. J'aurais pu aussi choisir de parler d'architectes italiens, d'architectes portugais, d'architectes espagnols, d'allemands, mais bon, j'ai préféré, en fait, effectivement, il y a une relation très forte avec les pays du Nord, et j'ai préféré m'inscrire dans ce contexte-là plus général. Donc je ne parlerai pas volontairement, en fait. J'ai eu l'occasion à d'autres reprises, mais j'aurai peut-être l'occasion de plus tard. Puis je suis en train de préparer un livre sur le travail de l'agence dans le cadre du Grand Prix d'urbanisme. Donc là, je ne parlerai pas de mon travail, mais je parle indirectement de mon travail, parce que c'est des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé aujourd'hui à élaborer des solutions. Donc, le premier thème, les fautes de frappe, je suis désolé. Premier thème, c'est une chose qui me paraît importante de dire. C'est-à-dire qu'on a parfois on a parfois l'impression, disons, parfois on oppose un peu, on a l'impression, par exemple, il y a une chose qui est tout à fait incroyable qu'on voit dans les documents d'urbanisme, c'est l'idée que l'architecture s'insère dans le paysage. C'est-à-dire comme si l'architecture et le paysage, c'était deux choses un peu qui seraient en parallèle, qui auraient des activités différentes, ou qui seraient d'une nature différente. Moi, je pense que l'architecture, c'est l'occasion d'inventer en fait des nouveaux paysages, c'est-à-dire que le paysage au sens d'une représentation culturelle qu'on reconnaît, pour laquelle on peut être ému, d'un territoire, euh, et, euh, et souvent apparaît aussi parce que des architectures viennent s'insérer d'une manière particulière dans un lieu et fabriquent en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une situation, c'est-à-dire une rencontre particulière d'un sol, d'un programme, d'une architecture, d'un milieu naturel, qui viennent s'organiser de manière relative, de manière extrêmement spécifique. Alors je prends quelques exemples. Un architecte, alors parmi vous, je ne sais pas s'il y a des jeunes, est-ce qu'il y a des premières années, peut-être que vous ne connaissez pas encore tout à fait, il y a peut-être d'autres qui connaissent, mais un architecte finlandais donc, qui s'appelle Alvar Aalto, qui est un des plus grands
une des plus grandes figures de l'architecture moderne, et qui est né en 1898, juste avant le début du XXe siècle, qui est mort en 1976, il y a un peu plus de 40, il y a une quarantaine d'années, et qui a construit sur 2 bâtiments dans ce paysage. Alors j'ai volontairement mis une carte qui est une vieille carte, qui en fait est une carte de navigation, parce que ça explique le contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un bâtiment advient, il advient parce qu'il y a un ensemble de conditions économiques, culturelles autour, qui font que son avènement, quelque part, est possible ou est lié. Ici, il s'agit en fait d'une petite ville du centre de la Finlande, dont la richesse vient essentiellement du bois, de l'industrie du bois, qui passe le long de ce lac, qui fait plus de 100 km de long, vers le sud pour aller dans les usines, des grosses usines qui sont dans le sud de la Finlande. Donc tout un système finalement plutôt forestier, où il y a très très peu d'implantation, où la principale activité est la scierie. Et évidemment, Aalto fait 2 choses à cet endroit. Il fait un hôtel de ville pour une communauté de scieurs, de charpentiers en quelque sorte, et une maison qui est sa maison de vacances, dont on voit ici, quand on sort du sauna, en fait, dont on voit le paysage qui est en face. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, tout notre travail, finalement, il sert à ça, quoi. Il sert à ce plaisir-là. Enfin, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, qui pour moi est absolument fondamentale. Tous les jours, en fait, même quand je fais une gare pour le Grand Paris, en fait, je ne pense pas évidemment au sauna finlandais, mais je pense à la question quel plaisir on peut avoir, quel bonheur on peut avoir d'être là plutôt qu'ailleurs, à cause d'une série de conditions qui ont permis que ce soit plutôt telle architecture qu'une autre qui advienne à cet endroit. Et quand je dis la question de l'invention d'un paysage, c'est-à-dire qu'il va reprendre une figure, on voit ici, on ne voit pas la maison. C'est la première chose, elle est complètement mélangée, elle est là, on la devine en fait, elle est blanche. On ne voit pas la maison, elle est complètement mêlée à la forêt. Et il va installer ici un dispositif assez subtil d'une architecture qui est à la fois extrêmement affirmée géométriquement et qui en même temps se combine en fait avec les éléments du sol, avec le granit, avec les arbres, et vient s'y mêler, sachant qu'il a fait auparavant pour les gens. Alors c'est un petit peu l'histoire de cette maison est assez étonnante, c'est-à-dire que le terrain lui a été donné à la fin des années 40, en 1949, par la famille Gulliksen, pour qui il avait fait la maison, la Villa Mairea, à la fin des années 30, 1937 et 1939, dans le sud-ouest de la Finlande, qui est une grande villa luxueuse pour des grands propriétaires industriels, enfin des grands industriels, et où il avait complètement travaillé sur cette idée d'une texture, d'une architecture en fait qui travaillait avec la texture de la forêt qui est autour. Voilà, donc ça c'était la manière dont lui arrivait à la maison. Là on est en bateau, on arrive, son petit-fils là qui est debout. Voilà. Et on voit ici qu'il y a une sorte de travail, donc c'est un architecte moderne, qui a un héritage plutôt classique dans la manière dont il a appris l'architecture. Il a appris l'architecture au début du XXe siècle, où la question de la géométrie, de la construction, d'une certaine rationalité était très présente. Et en même temps, on sent qu'il va... Ici, il y a une géométrie qui échappe un petit peu. On voit ici la maison proprement dite qui est carrée, qui est posée sur le rocher. Ça, c'est un éperon rocheux qui est ici, qui se prolonge, qu'on voyait tout à l'heure ici dans l'eau. Et puis, il y a toutes ces choses un peu mystérieuses derrière, dont on ne comprend pas très bien la nature, et qui viennent pourtant fabriquer une sorte de cour, une double cour, c'est-à-dire il y a la cour qui est ici dans le carré, on va en revenir tout à l'heure, et puis cette sorte de lieu quand même fermé entre ce rocher qui est là et ces architectures qui viennent s'étirer, qui sont en fait les remises, les architectures annexes de la maison, presque domestiques, là où on va mettre le bois, là où on va mettre les outils, un petit peu dans une
avec en termes de programme, c'est un petit peu comme dans une ferme, les éléments annexes. Et il va se servir de ça, au lieu de le ramasser dans un même volume, il va l'étirer pour fabriquer cet espace. Donc il y a déjà une chose qui est très présente dans ce travail-là, et qui, pour moi, a toujours été du coup très importante. C'est une chose très émouvante de voir avec quelle économie, en fait, on fabrique un lieu simplement parce qu'il y avait le rocher là, et qu'on se met en face, et que tout d'un coup, un lieu apparaît de manière très naturelle, sans qu'il ait rien coûté, finalement, parce que c'est juste la forêt qui passe, c'est la même forêt que tout autour, mais en même temps, le lieu, il est radicalement différent, puisqu'il se retrouve reclos. Donc c'est une sorte d'économie du geste, d'une part, et puis c'est une chose de mélange que je trouve aussi, qui a beaucoup d'actualité aujourd'hui, entre, je dirais, une architecture extrêmement dessinée, tenue, qui a une certaine autonomie. Le carré n'est pas là par hasard. En plus, c'est le carré, dans le carré, etc. Ça se démultiplie. C'est une espèce de motif mise en abîme. Ici, avec la figure en L, qui a eu beaucoup d'impact dans les années 50 dans toute l'architecture nordique, notamment chez Hudson, mais c'est cette espèce de plan en L. Et de cours semi-fermés. Et ensuite, quelque chose qui est complètement de l'ordre du vernaculaire. Donc on mélange une figure savante, une figure vernaculaire. Vous voyez là, quand je vous dis ça, c'est un des plus grands architectes modernes qui a dessiné ça. C'est-à-dire en gros, il a mis quelques rondins sur quelques cailloux, sur lesquels il a posé quelques poutres, et ensuite il a construit dessus quelque chose qui est de l'ordre de la rationalité. Pourquoi? Parce qu'il y a une régularité dans la structure, la planche donne la mesure, etc. On est d'un côté, on a le savoir-faire du charpentier savant qui descend pour rencontrer celui du paysan qui a un rapport direct avec une manière extrêmement économe de se poser, sachant que la maison elle-même, avec sa cour carrée, elle est posée sur une plateforme. Donc on a refabriqué le sol, c'est-à-dire pas sur le sol naturel, mais sur un sol en remblai, et vient développer sa cour donc sur un sol qui est refabriqué, mais qui en même temps, vous voyez ici, et là c'est le rocher naturel, vient jouer avec la fondation naturelle. C'est une cour aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il réinterprète, et ça c'est toujours aussi ce mouvement entre la singularité du lieu, la culture finlandaise, du petit objet domestique posé sur le rocher avec quelques poutres, et en même temps la figure extrêmement, pour le coup, qui vient des Romains, même d'avant, en fait, qui est millénaire, qui est celle de la maison à patio, et en même temps la maison à patio ouverte, c'est une sorte d'ambiguïté, de réinterprétation, où le patio qui est dessiné et qui néanmoins clos, c'est-à-dire clairement ici on est dans une pièce, c'est une vraie pièce, un vrai intérieur, on est complètement projeté vers l'extérieur. Donc c'est un rapport au paysage qui n'est pas panoramique et qui, moi je trouve, c'est la leçon du paysage, c'est que la première chose, c'est le cadrage, évidemment, et donc on se sert de l'architecture pour cadrer, on se sert du paysage pour faire voir l'architecture, il y a une relation complètement d'interdépendance entre les deux, ce qui montre bien à quel point les deux éléments sont liés. C'est vu de l'extérieur, la brique à l'intérieur, la brique peinte à l'extérieur. Voilà. Et puis le cadrage se prolonge depuis l'intérieur quand on est avec la question de la fenêtre. Deuxième exemple sur cette sensibilité au paysage, la manière de se poser, de refabriquer un cadrage. Dans le plan masse qui date de 1949, fait par aussi le même Alvar Aalto pour l'université technologique de Helsinki, donc à côté de la capitale. On est redescendu de 300 km. Dans ce plan masse, Aalto, donc c'est fait en 1949, puis c'est construit plutôt dans les années 60, ils ont attendu une dizaine d'années. Aalto fait une série de bâtiments ici, dont l'école d'architecture, la bibliothèque, etc. Ça, c'est le premier plan. Puis il y a toute une série d'architectes, notamment deux autres architectes qui s'appellent Heikki et Kaija Siren, qui sont peut-être encore plus intéressants qu'Aalto, qui font les logements étudiants et la chapelle, payée par les étudiants du campus. Donc ça, c'est Aalto, je ne vais pas détailler, mais voilà. Donc les mêmes architectes font à quelques dizaines de mètres des logements. Donc ça, c'est aussi une première manière de dire le logement, c'est le logement étudiant en l'occurrence, c'est d'abord des pièces répétitives. Ça se traduit en fait de manière assez simple par des fenêtres dans une façade. Donc il y a une sorte de modestie, d'urbanité presque, malgré le fait que ça soit au milieu de la forêt ici,
c'est-à-dire que les effets sont relativement limités, puis il y a un effet de répétition, de rationalité. Et puis il y a l'objet singulier, qui est la chapelle, posée, elle, sur le rocher. Alors on s'aperçoit, quand on regarde avec attention le plan de tous ces ensembles, que le plan masse qui a l'air un peu bizarroïde, où on se dit mais pourquoi c'est tordu, pourquoi c'est courbe, on se dit, ils ont voulu faire des formes organiques ou que sais-je. En fait, c'est uniquement des logiques liées à la topographie, au sol, qu'on ne se pose pas complètement sur le rocher, parce que ce n'est pas pratique, parce qu'il faut refaire des plateformes dans le granit. Donc on se pose plutôt à côté du rocher. En même temps, on ne se pose pas dans l'argile, parce que ce n'est pas très bon. Donc en gros, on est dans la moraine, c'est là où c'est presque le plus facile de se fonder. Et donc on cherche une position un peu intermédiaire qui fait qu'après, parce qu'on est sur une topographie très marquée, la forme en fait en découle. Ici, la chapelle, c'est simplement 2 murs sur lesquels est posé un toit. Donc en élévation, ça fait ça. 2 murs en briques. Un toit dont la structure est en bois. La chapelle elle-même, c'est cet élément. Donc on reconnaît le mur en briques. Une charpente qui est extrêmement rustique. Alors, je trouve que c'est un hasard, mais j'y étais il y a 2 jours avec un groupe d'étudiants. On voit bien c'est de la planche sciée, c'est-à-dire c'est des planches qui sortent de la scierie. C'est quelque chose qui coûtait très peu cher. C'est aussi comment faire de l'architecture avec des éléments qu'on retrouve tout autour. Je reviendrai tout à l'heure et ça me paraît assez important. C'est aussi une question territoriale, de savoir où est-ce qu'on va prendre le matériau, à quoi il correspond comme ressource, comme mode de fabrication, et pourquoi il est là plutôt qu'ailleurs. Et évidemment, ce qui est absolument le choix, parce que dans un projet, finalement, il y a souvent des choses un peu qu'on prend, presque l'idée de faire 2 murs et un toit, c'est presque quelque chose que tout le monde fait depuis 2000 ans. Là, on a presque emprunté quelque chose qu'on réinterprète, mais on n'a pas fait grand-chose quand on a fait ça. Là, c'est le fait d'avoir l'église, où normalement, il y a le retable, où il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt du plein dans l'axe. Tout d'un coup, on met le reste du paysage et on met la croix dehors, ce qui donne une sorte de... Tout d'un coup, tout le paysage rentre dans l'église et fait partie du bâtiment, fait partie en fait de la scénographie liturgique. En plus, bon, c'est assez... Quand on y va l'hiver, c'est assez émouvant parce que souvent, il y a un léger vent. Tout est un peu figé et bouge très légèrement. C'est-à-dire qu'il y a un effet de nature morte en mouvement très étrange qui produit une émotion très forte. Tout ça avec une grande économie puisqu'il s'agissait juste d'ouvrir la fenêtre au bon endroit et d'orienter la vue avec la croix. C'est sans doute un des plus beaux bâtiments finlandais qui date de 1957. Deuxième thème, penser dans la durée, où là c'est plutôt la question finalement de l'urbanisme qui est interrogée. On va le voir à partir de l'architecture aussi. Alors ce qui est... Où là moi j'ai beaucoup appris en regardant très très attentivement toutes ces villes. Alors je prends l'exemple d'Helsinki parce que je le connais particulièrement bien et je le trouve particulièrement brillant. C'est-à-dire que penser dans la durée, la ville, en gros, la chose, on vous le dit souvent à l'école, la chose la plus efficace qu'on ait jamais inventée, c'est des infrastructures et un parcellaire. C'est-à-dire, en gros, il y a une rue, une parcelle, sur la parcelle, on fait un bâtiment. On le fait à l'alignement ou on le fait au milieu. Bon. Donc il y a une structure, ça veut dire que le sol a une structure artificielle, qui correspond à des tracés, et on vient dedans positionner des architectures qui d'ailleurs peuvent changer. C'est-à-dire dans la durée, la structure, elle reste. Elle est là pendant des siècles. Et puis l'architecture, on la démolit, on la reconstruit, on regroupe des parcelles, on fait un lotissement, etc. En refaisant une voie. Helsinki est une ville récente qui s'est construite plutôt au 19e siècle avec un système de grilles qui était utilisé quasiment systématiquement à l'époque sur toutes les villes, pas que nordiques d'ailleurs. C'était quelque chose de très général en Amérique du Sud notamment, c'est exactement le même phénomène. Donc une grille qui s'adapte à la topographie. Alors on voit bien déjà là qu'il y a des choix parce que les grilles ont des orientations différentes. Dans ces plans, c'est lié à la forme du sol, la manière finalement la plus simple, la plus rationnelle de poser cette grille, puis dans laquelle on trouve des parcelles, des espaces publics qui sont souvent la substitution, c'est-à-dire qu'on enlève un îlot, ça fait une place dans ce type de
éléments. Donc ça, c'est une manière de, comment dirais-je, de donner une matrice qui, dans la durée, va accueillir l'architecture avec une structure monumentale qui peut se positionner dans la grille ou selon des tracés, des axes, etc. Ce qui est très intéressant à Helsinki, c'est qu'il y a une sorte de conjonction très très forte entre le sol et ces effets de grille qui font que l'architecture joue un rôle plutôt d'articulation, notamment l'architecture monumentale, et va venir se positionner à distance l'une de l'autre pour fabriquer des grands vides, des grands paysages interstitiels au cœur même de la ville, qui constituent, et on va le voir tout à l'heure, l'essence même de l'espace public. En gros, si vous voulez, dans cette ville, là où il y a le Parlement, la gare centrale, l'Opéra, le Palais des Congrès, le Musée national, tous les grands, l'auditorium, la Poste centrale, enfin, tous les grands, le Musée d'art contemporain, les grands équipements métropolitains en fait, de cette ville sont organisés non pas par des tracés, non pas par des trams, non pas par des grandes places, mais par un grand vide en fait. C'est un grand vide entre guillemets, c'est-à-dire une baie avec des arbres, un grand parc, c'est-à-dire tout le... Alors il y a d'autres villes qui fonctionnent comme ça, Washington par exemple, qui est une version plus classique et plus tracée de ça, c'est une ville-parc où les bâtiments mis à distance fabriquent le paysage. Ici, c'est exactement ça. Alors, c'est une ville qui était d'abord ici, qui maintenant est ici, avec des chemins qui... On est tout en bas du pays, donc tous les chemins sont radiaux et montent vers le nord. Donc il y a une structure quand même, liée aux collines essentiellement. Chaque quartier sur une colline, sur chaque colline, il y a une église. Autour, il y a une trame qui en général s'adapte à la forme de la colline. Il y a eu une série de cités jardins qui se sont implantés plutôt dans les années 30, à partir des années 30, voire les années 50 pour Tapiola, un petit peu plus éloignés, desservis par le tramway. On a des systèmes d'avenues-parcs qui relient l'axe central, qui est la route historique, qui relie toute la ville au reste du territoire, et la mer. Et puis, on a cette structure-là, qui est la plus remarquable, c'est-à-dire qu'on a ici une vallée. Et vous voyez la baie dont je parle, qui est ici, on va voir ici en zoom, qui est une partie de la mer, mais qui est à l'intérieur des terres. C'est naturel, hein, ça n'a pas été fabriqué, évidemment. Où se trouve, et ce n'est pas un hasard, l'ensemble des bâtiments publics, institutionnels du pays, avec l'idée d'un grand parc, ici, qui fait 15 km, et qui relie le centre-ville à la campagne environnante. Ils appellent ça Central Park. C'est pas tout à fait un hasard. Je dirais que les paysagistes ou même les architectes finlandais étaient assez influencés par les anglo-saxons, notamment en Amérique du Nord, Olmsted qui a eu pas mal d'influence dans la formation en fait, du paysage de certains pays nordiques, dont la Finlande. Donc ce système de parc qui correspond aujourd'hui, qui s'est prolongé dans la stratégie contemporaine, et on verra tout à l'heure comment, par un système de doigts verts ou de structures paysagères qu'on voit ici en rouge, le long de laquelle, et c'est là que c'est intéressant, l'architecture s'est positionnée. Une chose est de dire, si vous voulez, qu'il y a une structure verte dans une ville. Une chose, et c'est bien autre chose, est d'en tirer parti pour édifier, pour s'en servir comme support principal de l'espace public, et apporter dans ces lieux des architectures qui tirent pleinement profit en fait, de ce paysage et de cet environnement. Et entre les deux, c'est une anecdote, mais je suis en train de travailler en ce moment sur les bords de la Marne avec les communes de l'autre côté, sur la rive droite, et on voit bien à quel point en fait, c'est quelque chose qui leur a encore pas venu à l'idée, manifestement. Donc c'est pas simple. Et là-dedans, quel est le rapport en fait entre cette structure et l'architecture et la durée, vous allez me dire, parce que c'était un peu le sujet de départ. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce système où on voit, c'est pas une grande grille mais plutôt à la fois des grands espaces naturels et puis des systèmes géométriques de rues qui viennent s'installer sur le sol, l'architecture monumentale joue un rôle d'articulation, avec y compris des positions
ou non axial volontaire, c'est-à-dire où on est presque de l'ordre de la rotule au sens strict du terme, où j'ai normalement une photo aérienne quelque part, là. Non, je ne l'ai pas mise, mince. Excusez-moi. Donc, un des bâtiments emblématiques, entre ces grilles, ce paysage, etc., c'est un bâtiment qui est encore fait par Sirène, les deux, Aiki et Kaya Sirène, qui est un bâtiment de bureau en cuivre qui est parfaitement circulaire, c'est un cylindre, vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, et qui vient ici marquer une position d'architecture qui n'est non pas uniquement celle d'une architecture liée à l'axe, la Madeleine, les Tuileries, etc. Enfin, nous, on a l'habitude, à Paris, on sait bien faire. Mais une architecture liée plutôt à un passage ou une position particulière dans la ville entre des milieux naturels qui changent et qui sont contrastés, ou des systèmes de grilles qui se modifient. Cette question-là de l'articulation ou du fragment, alors ça c'est intéressant parce que ce plan il est de 1915, c'est un plan de Eliel Saarinen, donc avant l'indépendance de la Finlande, et c'est un plan de projection en fait de la future métropole, enfin, qui part quand même de choses qui existent, et où on voit une ville multipolaire, des fragments, un archipel de portions de géométrie construite, de quartiers, en fait, installés sur le sol, et tout ce qui est entre, c'est soit de la mer, soit du rocher, soit de la forêt, soit des lacs, etc. Donc c'est des espaces naturels. Donc une vision déjà, pour ceux qui auraient lu le livre de Sébastien Marot, notamment sur Berlin, c'est-à-dire que des visions assez proches de ce qui a pu, en Allemagne, être très important à un moment donné, sur le rapport entre les objets construits, le sol naturel, le paysage et l'architecture. On voit, ça c'est le plan directeur des années 60, cette chose-là s'est pérennisée, cette idée-là qu'on avait des îles construites dans un espace naturel, que ce soit la mer ou la terre, s'est pérennisée. Donc ça c'est le plan directeur des années 60. Et en même temps que se pérennisait cette idée, toujours dans les années 60, Alvar Aalto, encore lui, imagine, c'est lui qui reprend l'idée qui était au départ amenée par Saarinen, de ce grand parc où les institutions, donc on voit ici le musée national, le palais des congrès, l'opéra, le stade olympique, etc., qui s'organisent autour de cet espace, lequel se prolonge, donc on est ici, c'est cet espace-là, de la maquette, là, lequel se prolonge sur les 15 km par ce grand parc qui permet d'aller en pied ou en vélo jusqu'à la campagne. Et il installe un bâtiment, le palais des congrès et l'auditorium, donc construit entre 1962 et 1975, très horizontal, qui joue comme ça avec l'eau, mais aussi avec la topographie, puisqu'il y a un léger coteau derrière, qui joue aussi, qui installe une relation intéressante avec le clocher qu'on voit, qui n'est pas une église, mais qui est le musée national construit par 3 architectes, entre guillemets, qu'on appelait national romantique au début du XXe siècle. Voilà. Et en installant ça, et plus tard son agence travaillera là-dessus, il accentue, parce que c'est un des bâtiments emblématiques. Ce bâtiment, c'est le bâtiment où a lieu la conférence d'Helsinki en 1975, qui était un peu le début de la fin de la guerre froide, on va dire. C'était une chose très importante d'un point de vue emblématique à l'échelle internationale. Et en installant ce bâtiment dans ce système, il pérennise encore un peu plus cette idée que la ville s'organise autour de ce grand parc. Avec un réseau d'objets, on le voit très bien ici, un peu comme dans un mobile, c'est-à-dire les objets ne sont pas liés par un tracé, mais sont plutôt liés par des relations visuelles à travers ce grand paysage. Alors ça, pour moi, ça a été une chose, une sorte d'explication ou de démonstration qu'on peut arriver à gérer dans la durée un ordre sans faire un plan masse. C'est-à-dire que le plan masse d'Aalto, ce n'est pas celui qui est réalisé aujourd'hui, mais le jour où ils ont eu besoin de positionner leur auditorium et leur bibliothèque nationale, c'est dans ce système qu'ils la mettent. Ils sont en train de faire le chantier de la Bibliothèque nationale. Ils viennent de finir l'auditorium. C'est-à-dire que 40 ans, 45 ans après Alvar Aalto, 100 ans après Eliel Saarinen, sans qu'il y ait eu de plan masse ou de grille ou d'infrastructure support de ces objets, la position de ces objets est apparue comme naturelle.
ça gère dans la durée par le paysage et la géographie, mais aussi par l'architecture, parce qu'il n'y aurait pas eu le Palais Finlandia dessiné par Aalto à cet endroit, dans ce système, peut-être que les autres bâtiments ne se seraient pas insérés aussi naturellement aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une manière magistrale, mais très savante, évidemment, mais très intéressante, une alternative, en fait, à la grille et au plan masse, pour arriver à, dans la durée, positionner des choses dont on ne connaît pas encore l'existence, parce que la Bibliothèque nationale, il n'en a jamais été question au moment d'Aalto, ce n'était pas le sujet, ça n'existait pas en tant que programme, et qui vient tout d'un coup trouver son lieu. Voilà. Plan général 2002, qui est toujours pareil. Donc c'est vrai que c'est rare aussi de voir des villes où le plan de 1915, le plan de 1960 et le plan de 2002 ont à peu près la même forme. Ou en tous les cas tendent vers le même objectif. Ça, c'est intéressant, c'est une vision. Alors ça, c'est un architecte qui fait ce dessin, c'est pas un paysagiste. C'est le père de Alois Blomstedt, Pauli Blomstedt. Dans les années 30, travail c'est les côtes, en fait. C'est tout le linéaire des rives de mer et des rives de baie où, aujourd'hui, les principaux projets se déploient. C'est là on va avoir l'occasion de le voir rapidement. Cette question de l'alliance entre le fait que le développement de la ville se fait aussi sur les espaces naturels, c'est-à-dire sur ces rives, ce qui aujourd'hui tous les projets en fait ont lieu. Là, je ne parle pas d'Alvar Aalto, je parle de maintenant. Alors il y a des antécédents. Alors par exemple, pour moi, il y a par exemple cet ouvrage qui date de 1929 en allemand, suisse, qui est une analyse c'est une sorte d'analyse des potentiels des villes suisses. C'est très intéressant. 1929, hein, c'est la même époque, la Villa Savoie, 1928, la Villa Savoie, mais disons que on est avant la guerre. Donc ils prennent une quinzaine de villes, Zurich, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, etc. Et il y a un travail de cartographie, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que la cartographie, c'est aussi la coupe sur l'espace public, c'est aussi le plan de l'espace public, c'est aussi le plan de la ville avec les réseaux, c'est aussi le plan de la ville avec les espaces naturels, pour dire que la question du développement urbain, c'est la nature, le public et le privé, le rapport entre le public et le privé, et la capacité de la ville à mobiliser du terrain public. La question de la géographie, donc topographie, hydrographie, etc. Et puis les transports. Et ensuite, les espaces publics qui ont des propriétés différentes. Ils essayent en fait de trouver l'essence de l'espace public. Qu'est-ce qui fait qu'à Berne c'est différent qu'à Zurich, quoi. Donc c'est un travail très très savant de relever, très systématique aussi, très organisé comme ça. Donc il y a des choses intéressantes hein, sur le fait que les villes, par exemple, se mettent sur les endroits où ça change, en rive, les variations de géométrie, mais bon, enfin je vais aller peut-être plus vite. Et là, par exemple, cette phrase, excusez-moi, il y a des bouts qui sont en anglais. L'idée que ce qui est dit ici, mais qui a un impact direct, enfin, c'est pas un impact, parce que ceux qui ont fait Helsinki n'ont pas lu ça forcément, mais disons que c'est quelque chose qui était déjà présent depuis longtemps. C'était l'idée que de la préservation de tout ce qui est justement ces lignes de côte, ces rives, tous les endroits en fait importants du paysage qui sont des atouts de développement urbain sur lesquels on peut s'appuyer. C'est quelque chose en tout cas qui est très clairement expliqué dans ce travail magnifique là. On voit même des outils de représentation, les petits schémas 3D. Enfin, je vois que les étudiants du DSA ils font souvent ça. Voilà. La petite situation aérienne où on explique voilà, il y a la rivière, il y a la montagne, là il y a le centre, il y a un axe ici, tac tac, de manière un peu simple en fait, quels sont presque le portrait en quelques traits d'une ville, mais aussi des cartographies très rationnelles de comment ça marche l'hydrographie, la répartition du bâti et de l'agriculture et de la forêt, les transports. Et puis, en même temps, la qualité de l'espace public, le rapport entre le construit et le végétal, les mesures, le système de réseau, etc. Bon. Et puis, dans les cartes qu'on voit ici, l'importance de cette structure verte
qui a sans doute, et la manière dont elle peut jouer un rôle dans le développement urbain, des choses qui non pas ont permis, mais qui en tous les cas ne sont pas sans rapport avec ça. C'est un projet à Berne de la fin des années 50, 1959, de Atelier 5, qui s'appelle Allen, et qui est en fait une sorte de village moderne, on va dire, posé au milieu de la forêt. Alors, en Finlande, cette question du rapport à la nature est assez remonte de loin, je dirais. Ça, c'est une image de la fin du 19e, faite par un photographe qui fait un peu une mission comme la Datar, la mission sur des photos. Il a fait des milliers de photos sur le territoire finlandais, de choses naturelles ou construites. Très intéressant, quelqu'un qui s'appelle Inha, qui a beaucoup publié. Et bon, ça, c'est des rapides. Donc il y avait à la fois cette idée très, très, très présente culturellement que la nature est plutôt hostile. C'est pas vraiment un lieu de baignade. Et en même temps, peut-être est domesticable, quoi. C'est-à-dire qu'on peut en tirer quelque chose. Il y a une sorte d'alliance possible. Quelque chose qui a été, alors je mets volontairement, c'est un peu un clin d'œil, mais culturellement tellement inscrit qu'il y a des jeux. Alors ça, c'est dans la culture, je dirais populaire, mais c'est plus que populaire. Marimekko, qui est la société de mode la plus connue en Finlande, qui est connue même internationalement. C'est une grande maison de mode. Dans les années 70, des photos qui datent des années 70, faisaient de la pub fondée sur des tableaux emblématiques que tout le monde a vus. C'est comme chez nous, David, Napoléon, enfin des grandes, ou le billet de sang de Delacroix, enfin, qui n'existe plus maintenant, mais qu'on a pour certains connu. Des sortes d'icônes, là, c'est Akseli Gallen-Kallela, un tableau du début du siècle qui revendiquait l'identité du pays, qui avait une sorte de position culturelle extrêmement forte sur qu'est-ce que c'est la Finlande, etc., le rapport à la nature, l'oiseau dans les arbres, et puis des translations comme ça. Une photo d'Inha qui est presque ethnographique à droite sur le brûlis, une pub de Marimekko à gauche, donc qui joue sur un imaginaire quand même qui est très très présent, à tel point d'ailleurs que même tous les architectes ont travaillé avec cette relation-là. Le roi du béton, j'allais dire, qui s'appelle Arno Ruusuvuori, qui veut dire la montagne des roses en finnois quand on traduit littéralement, qui est un architecte des années 50, 60, 70, qui a construit que des immeubles en béton, ça c'est une imprimerie, ou une chapelle à Tapiola, donc béton préfa, parpaing, béton brut, banché avec des planches, etc. Et en même temps, il a fait que 2 ou 3 immeubles en bois, petites maisons en bois, pour Marimekko, qui lui a commandé la maison idéale, le sauna idéal et la ville idéale. Et là, il est en bois, il est au milieu de la forêt, il est complètement décalé par rapport à sa production courante, qui est une sorte de chose extrêmement minérale. Il vient poser des objets très légers. Voilà, ça c'est le sauna qu'il avait dessiné, qui sont, tout le monde connaît là-bas. C'est-à-dire que ce projet-là, c'est quelque chose, même les gens qui ne sont pas architectes ont déjà vu ça, c'est quelque chose qui est complètement présent, conscient, l'idée qu'on est au bord d'eux ou dedans et qu'il y a de la nature tout autour, c'est une sorte de condition première culturelle très importante. Alors ça existe aussi à l'échelle urbaine, quand on reprend de la hauteur. Helsinki, là on est en plein Helsinki, là, en plein milieu en fait, il y a 2000 hectares de Natura 2000 avec des oiseaux, mais tout autour c'est la ville. Et c'est là où on a situé les nouveaux quartiers, se développent ici, avec pour le coup des formes de plans. Alors, certains d'entre vous ont déjà vu ça parce que j'ai déjà montré, mais d'autres peut-être découvrent des formes de plans très inventives qui sont directement liées, je dirais, à l'héritage culturel de des photos là, que je montrais au début, c'est-à-dire cette espèce d'évidence qu'il y a un rapport direct avec la nature. Alors, entre parenthèses, ça s'est fait. Ce qui est intéressant, c'est des villes qui n'ont pas tellement été vertueuses. C'est pareil pour Copenhague, c'est pareil pour toutes les villes nordiques. C'est-à-dire, jusque dans les années 80, elles ont tartiné des centaines et des centaines d'hectares de petites maisons individuelles avec des routes, des rocades, des giratoires, enfin pas trop giratoires, des feux, mais des rocades, etc. Donc plutôt l'étalement maximum, les transports automobiles. Et puis, comme nous, vers 1990, fin des années 80, ils se sont dit, il y a un problème,
on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on change de modèle. Alors c'est le même diagnostic au même moment, la seule différence c'est que nous on n'a rien changé et que eux ils ont radicalement changé de cap, c'est-à-dire que le bateau barre à droite et ils ont complètement changé. Donc il y a toute une partie de la ville qui est l'héritage des années 60, 70, 80, qui est très étalée, où on ne peut se déplacer qu'en voiture. Et puis tous les nouveaux projets depuis 20, 25 ans, on va dire 25 ans plutôt, jouent avec la densité. Et pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de désir, c'est-à-dire que cette ville-là, plus dense, soit désirable, il faut que les gens aient envie d'être là, tout simplement. Ça revient à ma photo du sauna du début, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir. Ils ont travaillé sur la qualité de ces logements de manière tout aussi radicale que le changement de stratégie urbaine. C'est-à-dire, en gros, des logements, d'un côté, il y a le tramway à 50 mètres, et de l'autre côté, il y a la mer. Et côté mer, il n'y a pas de voiture, c'est un parc. C'est une sorte de test, je dirais, des rêves premiers de la modernité des années 20, cette idée d'habiter à la fois leur ville et à la fois dans la nature, mais qui commencerait à fonctionner, je dirais. Qui commencerait à un moment donné à fonctionner, c'est-à-dire où on a à la fois effectivement la mer et à la fois la ville, avec les commerces, les services, l'université, le shopping, l'opéra et tout ce qui s'ensuit, les gares, les aéroports, enfin, la vie métropolitaine. Et donc, c'est tout le contraire d'une espèce de fantasme d'habiter à la campagne. Au contraire, on assume le fait qu'on est en ville. Mais... Donc ça veut dire qu'il faut être très vigilant sur la qualité de l'architecture et la manière dont elle va, à un moment donné, réellement donner en fait, ce rapport. Ça, c'est des logements. Voilà. Alors, je montre juste un exemple d'une jeune agence. Pour une fois, ce n'est pas Alvar Aalto que vous avez déjà vu plein de fois, mais qui est moins connue, qui s'appelle Playa, qui est sans doute l'agence la plus intéressante en Finlande aujourd'hui. Qui a fait toute une série de projets, qui commence à faire des projets, voilà, et qui travaille. Donc en bas, c'est pas des photomontages d'Éric Lapierre, c'est des vraies photos, mais ça ressemble un peu, ceci dit. C'est presque aussi bien. Où on a effectivement des choses assez simples. Hein. C'est même presque, je dirais, ce qui est aussi intéressant, là, j'en parle pas trop, mais c'est quelque chose qui, moi, m'aime beaucoup et qui, à mon avis, c'est-à-dire, dès qu'on va un peu dans le nord, j'allais dire que c'est presque un peu pareil dans le sud, quand on va en Espagne, mais grosso modo, on a l'impression que la modernité, ça n'a pas été une parenthèse dont on a honte. Au contraire, on en est fier, on la chérit. Aujourd'hui, beaucoup de commandes des architectes en Finlande, c'est réhabiliter ou réparer, parce qu'ils utilisent le mot réparer, ce qui est plus beau. Je sais qu'il y a une conférence sur la réparation là, dans 2 jours, mais en gros, eux, ils disent littéralement réparer les bâtiments modernes, c'est-à-dire des années 50, des années 60, des années 70, voire des années 40. Il y a tout un travail d'entretien en fait, permanent. Il y a une sorte d'affection en fait, qui est portée aux édifices de la modernité. Et c'est vrai qu'on n'a pas désappris en Finlande à quel point c'est agréable d'avoir un grand logement traversant, avec vue sur le paysage, des grandes baies vitrées, des grandes profondeurs, des diagonales où on voit à travers l'appartement, enfin toutes les qualités de la modernité qui sont effectivement aujourd'hui très, très difficiles à remettre en œuvre dans les projets contemporains. Et puis dernier point, pour terminer, je vais parler d'une chose que j'ai à cœur et qui aujourd'hui est une des questions principales, y compris en urbanisme, je trouve, c'est-à-dire qu'à toutes les échelles, c'est cette question de comment on construit. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on avait notamment Alto, en 72, a fait toute une longue interview à la télévision publique, un peu comme sur TF1, quoi, pour parler d'architecture. Et notamment, il parlait beaucoup de comment construire dans la durée, pour la durée. En disant on ne peut pas décemment laisser penser qu'on va construire pour 15 ans, puis que dans 15 ans, on démolira, puis on fera autre chose. Ce qui explique que c'est aussi une chose assez profonde. On peut débattre de ça, je pense, parce que c'est sans doute pas si simple, mais quand même, quand on construit pour combien de temps? À mon avis, une des premières questions entre guillemets, du développement durable, c'est-à-dire
quelle est la capacité de l'architecture à accueillir y compris des transformations d'usage, des adaptations d'usage, mais en gardant en fait son ossature, qui est quand même ce qui coûte cher en énergie, en moyens, en position sur le sol, en infrastructure, etc. En gros, c'est quand même ça, le gros de l'énergie qu'on dépense, c'est pour faire l'infrastructure, le bâti, la structure, qui ont une certaine présence dans la durée. En quoi l'architecture, finalement, permet, parce qu'il y aura des évolutions d'usage, on n'habitera pas de la même manière dans 50 ans qu'aujourd'hui, ces adaptations. Lui, il dit, premièrement, qu'il faut cette adaptation possible, mais que c'est l'architecture est faite pour durer et pour être adaptée. C'est cette double condition. Et en même temps, l'idée que... comment dirais-je, l'idée de la solidité, presque au sens des traités d'architecture depuis Vitruve, hein, Vitruve-Alberti, donc 2000 ans de travail sur comment bien construire, qui là-bas est quelque chose de, presque, je dirais, non pas d'un débat doctrinal, mais qui est presque quelque chose d'automatique, c'est-à-dire que quand il fait -20, que vous êtes la glace, la prise de la glace, du vent et du froid sur l'architecture est telle que si vous construisez mal, c'est quelque chose, c'est une ruine très vite. Et donc la protection des murs, le cadre des fenêtres, l'appui, toute une série, le bas des murs, le bas des portes, le cadre de la porte, la qualité de la fenêtre, etc., qui sont quelque part inéluctablement, obligatoirement, je dirais, de très bonne qualité. Ça, c'est un engagement en fait, que lui a beaucoup défendu très tôt, mais que l'ensemble des architectes, je pense, du Nord ont toujours assumé de manière forte. Donc c'est clair qu'après, quand on est dans un lieu, on a toujours, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, non pas la tentation du localisme où on va uniquement se dire, bon, on va prendre les matériaux locaux, mais cette espèce d'équilibre à maintenir entre les deux, entre les sources lointaines et les sources proches, pour peu qu'on arrive à comprendre en fait quel est l'héritage constructif du lieu. Bon, je montre quelques images en fait un peu de tectonique nordique, l'empilement du bois, toujours l'empilement du bois, mais avec donc ça c'est de l'architecture vernaculaire, des abris. Ça c'est une architecture savante, c'est un architecte ça date du XVIIIe siècle, c'est une église. Petäjävesi, au centre de la Finlande. On voit des détails très intéressants d'assemblage des marches dans l'angle, tectonique particulière constructive d'empilement, de blocage des bois. Et puis un univers constructif qui, même en allant vers des choses beaucoup plus légères, ça c'est Pietila, l'Expo universelle de Bruxelles, à la fin des années 50, travaille avec la planche et la structure légère, mais toujours le bois. La question de la modularité, de structure réticulaire, non sans rapport d'ailleurs avec ça n'a rien à voir, c'est le Japon, c'est la maison impériale à Katsura, mais qui a 400 ans, mais qui en fait est du même ordre, cette idée de module. Et donc en gros, on est dans un endroit, on construit à un moment donné, dans un endroit donné, on a une responsabilité particulière pour choisir plutôt tel type de construction qu'une autre, pour interpréter, pour ajouter quelque chose. Alors là, Alto, quand il construit son sauna, par exemple, on a cette tradition de l'empilement. Il va prendre des arbres qui sont des troncs, donc qui sont moins larges d'un côté que de l'autre, parce que les arbres, ça pousse, c'est plus large en bas qu'en haut. Et simplement, au lieu de les alterner, ce qui était la tradition, il va décaler complètement le code et les positionner dans le même sens, c'est-à-dire que la pente du toit va naître. Ce que vous voyez ici, c'est-à-dire la pente du toit vient du fait que le tronc est conique. Ce qui est une manière, cette espèce de jeu très intéressant entre une histoire plurimillénaire, qui est la tradition où j'empile des poutres, et quelque chose qui est résolument contemporain. Voilà. On voit bien ici le dessin. La pente vient de l'empilement, ça donne ça. Donc ça, c'est toujours Alvar Aalto, c'est le sauna, l'image de tout à l'heure qu'on voyait, quand on ouvre la porte, on voit ça. Et là, il fait une sorte de clin d'œil sur la réinterprétation du vernaculaire, mais en même temps,
Ce qui est très intéressant quand on fouille de manière précise dans les archives d'Alto, et il y a un certain nombre de livres qui sont dédiés à cette question, c'est qu'on s'aperçoit qu'il travaille avec un réseau d'entreprises qui est territorial, c'est-à-dire que sa manière de construire est territorialisée. Ce n'est pas forcément le maçon d'à côté ou le fondeur d'à côté, c'est peut-être quelqu'un qui est à 100 km, 200 km, 500 km, mais en tous les cas, elle est parfaitement territorialisée. Et il a un réseau d'entreprises qui courbent le bois, qui posent de la brique, qui sont des charpentiers, qui sont des fondeurs de laiton. Ils utilisent énormément de pièces en laiton ou en cuivre, etc. Des fabricants de lampes, avec qui il a des relations de collaboration. C'est-à-dire qu'il y a un milieu, moi ce que j'appelle un milieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un endroit et on a la possibilité ou pas, selon l'effort qu'on fait, d'avoir des collaborations avec des gens qui fabriquent. Donc ça, c'est entre l'industrie et l'artisanat, c'est plutôt de la production industrielle dans beaucoup de cas. Hein. La fonte de laiton, c'était de la production industrielle. On a exactement aujourd'hui le même choix, hein, avec le béton, avec la brique, avec quoi que ce soit, avec le bois, de territorialiser ou non notre activité avec le sens que ça peut amener ou pas. Quand il fait la maison de l'hôtel de ville de Sena-Salo, donc sur cette petite île, la carte que vous avez vue au début, avec un village de charpentiers, il va à la fois aller chercher des choses très très loin, et culturellement et géographiquement. Donc ça, c'est des croquis au Maroc, des croquis à San Gimignano en Italie. Et ça, c'est une image de Bruno Taut, qui avait développé toute une série de considérations sur l'idée que la ville, il y avait un point culminant, le Kronstadt, l'idée qu'il y a quelque chose qui couronne la ville, qui est l'édifice emblématique, pour le réintégrer de manière presque externe. Ça n'a rien à voir avec la Finlande, ça, on est complètement hors sol, ces idées-là dans le bâtiment. Et en même temps, introduire un certain nombre d'éléments qui sont complètement liés au milieu local, puisque les charpentes qu'ils proposent, qui sont extrêmement spectaculaires, qu'on voit ici, hein, sans plus en détail ici, sont une sorte de mise en œuvre du savoir-faire des gens qui habitent dans la ville, dont l'hôtel de ville est en train d'être construit. Ça, c'est des choses qui, moi, me travaillent. Chaque fois qu'on fait un projet, on vient de faire finir un projet à Saint-Étienne, tous les objets ont été faits par des gens qui localement ont un savoir-faire et l'ont développé. Pas pour des raisons de circuit court, c'est pas une question de proximité comme les carottes, et c'est pas ça l'idée, c'est plutôt parce que culturellement, ça me paraît très très intéressant d'avoir cette sorte d'écart entre ce qui est générique, ce qu'on peut reconnaître, y compris là, c'est notre salaud quand on vient de l'extérieur, parce qu'on a une culture de la ville où on se dit, tiens, un objet qui est plus haut qu'un autre, il doit avoir un rôle particulier dans l'ensemble, dans la structure d'ensemble. Donc ça, c'est tout ce qui ramène du sud. Et en même temps, quelque chose qui est complètement significatif de tout ce qui se passe autour et des savoir-faire qui sont mis en œuvre. Quand il a fait la maison carrée que vous pouvez visiter, c'est le seul bâtiment d'Alto en France, à Bazoches, à côté, dans les Yvelines, pour faire le plafond courbe qui demandait un savoir-faire de charpentier que peut-être il aurait pu trouver en France, sans doute même. Il a importé pendant quelques mois les ouvriers qui avaient fait ces plafonds finlandais, qui étaient deux pauvres Finlandais perdus au milieu des Yvelines, sans parler français ni rien, en train de fabriquer leur toit et leur structure. Donc ces questions-là, le rapport à la matière, ce n'est pas simplement des émotions, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des entreprises, des gens, des formations, des savoir-faire, pour lesquels on a une responsabilité particulière en tant qu'architecte, me semble-t-il, aujourd'hui. Et donc chaque territoire, là je bouge, là je suis à Copenhague, mais à chaque fois il y a des univers matériels aussi, dans lesquels on se plonge. Là on est à Copenhague, où c'est vraiment la ville de la brique, enfin de manière générale le Danemark. C'est avec cette église des années 30 là, qui est une brique, une même brique, répétée des millions de fois, qui fait absolument tous les éléments, de l'autel jusqu'au cadre de la porte. Enfin, la porte est en bois, mais
la même brique répétée de manière pratiquement obsessionnelle. C'est une sorte d'exercice, quoi. J'ai une brique, je fais une cathédrale avec, voilà, sans jamais changer de taille. Ce qui n'était pas le cas avant, quand on fait une pierre, les grosses pierres, les petites pierres, les pierres sont taillées, etc. Là, c'est un élément. La brique qui, dans cette région des pays nordiques, deviendra presque un thème. Là, c'est un architecte suédois qui s'appelle Claes Anselm, qui est extraordinaire, des années 60, qui est 70, qui l'extension de l'hôtel de ville de Lund, Celsing à Stockholm, Peter Celsing, notre architecte, ici, et Sigurd Levrens à Stockholm toujours. À un moment donné, donc aussi, c'est un peu comme la question de Alto avec les poutres empilées, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui est complètement culturellement intégré, qui fait partie d'un lieu, donc qui est extrêmement ancré, et en même temps, dans la manière de mettre en œuvre, toutes les images que vous avez vues, là, un léger décalage fait que ça prend une expression plastique particulière, où là, par exemple, le fait de poser les briques, non pas de manière alternée, mais verticalement, avec les joints fuyants. Et donc, la plupart des projets qu'on peut voir dans ces régions, dans cette région, ça c'est au nord de, à une soixantaine de kilomètres au nord de, une centaine de kilomètres au nord de Copenhague, les maisons Kingo faites par Hudson à la fin des années 50, toujours avec la brique, pour des raisons assez simples, enfin pour plusieurs raisons, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, c'est tout simplement le moyen le moins cher de construire bien. Et puis, il y a aussi cette idée de combinatoire que moi je trouve très intéressante, c'est-à-dire, ça c'était le plan, c'est presque l'idée de la brique et la manière de l'assembler. Alors, c'est pas la brique en l'occurrence, mais c'est le module qui est la maison en L, c'est la même, vous voyez, que le plan d'Alvar Aalto, le L avec la cour semi-ouverte, c'est exactement le même. Là, il y a un modèle qui a voyagé, qui est venu se réinstaller, qui s'est démultiplié, et tout simplement, toute la diversité des situations, du paysage, en fait, qu'on réinvente avec cette architecture, vient uniquement de l'assemblage d'une sorte de déclinaison d'éléments très simples qui, simplement organisés les uns par rapport aux autres, vont fabriquer de la diversité qui est une des grandes quêtes de cet architecte, de Hudson, notamment avec des images de référence qui sont à droite. Et dernière, excusez-moi, je croyais que c'était la dernière, mais c'était l'avant-dernière. Cette question un peu qui me travaille notamment sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Je suis en train de retravailler dessus, là, de plancher pour le livre là, sur le Grand Prix de l'urbanisme, c'est-à-dire, à un moment donné, la responsabilité à chaque moment de l'architecture, qui peut ou pas, selon, et c'est là que je parle de responsabilité, parce que c'est vraiment un choix, apporter quelque chose à une ville, rajouter par sa simple expression, en fait, quelque chose au paysage de cette ville, mais aussi à l'usage, à ce qui se passe au sol, de manière assez simple. C'est-à-dire que, en gros, ce que je suggère, c'est que il y a évidemment la question des tracés. On a parlé tout à l'heure, je parlais des projets là, de bord de mer qui sont résolument, enfin qui correspondent à une intention urbaine très forte, qui réorganise tout un lieu. Mais il y a aussi l'action ordinaire, c'est-à-dire chaque jour, il y a un bâtiment qui arrive là à côté. Voilà, poum. Il a un budget, il a un programme, il a un maître d'ouvrage, il a un périmètre. Et bien, selon la manière dont cet objet est fait, il peut amener quelque chose à la ville ou pas. C'est-à-dire, et ça coûte rien. C'est-à-dire, dans un cadre aujourd'hui où on parle beaucoup d'économie, mais comment on va faire, mais comment on va faire, mais comment on va faire. En gros, on peut tous les jours faire plus ou moins efficacement des espaces publics, le caractère d'une ville, l'image d'une ville, les usages au sol d'une ville, etc. Donc, dans une sorte de rigueur, moi je trouve très intéressante. Là. Je prends juste cet exemple-là, dans la manière de fabriquer l'architecture successivement au moment des époques, en fonction d'usages qui ont changé, d'une économie constructive qui a changé, de certain nombre de questions qui ont changé, mais en même temps où on fabrique la ville sans complexe,
à un moment donné pièce par pièce. Donc ça, c'est très caractéristique de ce qu'on voit dans les pays du Nord, mais grosso modo, ici, Helsinki, qui est construit par des collages. 1900, il n'y a pas beaucoup d'écart entre ces deux bâtiments. Hein. À droite, c'est de 1914, 1910, 1914, et à gauche, c'est 1955, 1900, plutôt 1900, fin des années 50. Donc on a à peine 40 ans d'écart, et en même temps, ça s'ajoute. Là, ici, ce qu'on voit, ça s'est pris depuis le bâtiment d'Alvar Aalto sur le port, qui est le siège de la plus grande compagnie de l'industrie du bois, où on voit une sorte de mise en scène du panorama de la diversité, justement, qui raconte toute l'histoire de la ville. L'architecture raconte tout simplement que les choses se font petit à petit, à des moments différents, de manière différente, pour des usages différents, mais que tout ça, ça fait ville. Ça, c'est Stockholm. Entre parenthèses, vous voyez aussi que même dans le centre-ville de Stockholm, vous avez le métro, la mer, là. Ça, c'est la mer, c'est le lac. Ils appellent ça le lac plutôt, mais ça correspond avec la mer. Où il y a un rapport très fort entre les espaces naturels et la partie la plus construite et les infrastructures, les trois choses qui sont ici associées. Donc ça, c'est des questions proprement architecturales qui, je crois, nous intéressent, puisqu'on est dans une école d'architecture, mais qui en même temps ont un impact. De quelle manière on contribue à la fois changer et accompagner la croissance de la ville. Ça, c'est un architecte qui s'appelle Levrens, Sigurd Levrens, bâtiment de la fin des années 20, donc c'est contemporain de la Villa Savoie, dans une ville qui est essentiellement composée d'immeubles dans l'héritage classique, je dirais, avec les fenêtres et les travées. Donc il fait un peu la même chose, mais pas tout à fait, c'est carré, mais néanmoins quelque chose qui est en accompagnement de cet héritage. Et en même temps, à l'intérieur, il va, parce que le programme est différent, il ne s'agit pas d'un immeuble d'habitation, mais d'un immeuble de bureau, et parce qu'il a des outils qui lui permettent de faire différemment, de libérer la structure, d'avoir des plus grands espaces, il va à l'intérieur utiliser des points porteurs très légers, une structure beaucoup plus légère. Et on a un énorme contraste entre la cour qui est dedans et l'immeuble qui est dehors, qui est aussi un peu comme deux époques qui se parlent et qui contribuent petit à petit à apporter à la ville des transformations, y compris où on sent bien ici l'influence, notamment du Bauhaus et d'un rapport à la structure et à la menuiserie, entre la structure et l'enveloppe, en tous les cas, qui est complètement transformée et réinterrogée. Et ça, je trouve que, de manière générale, je vais montrer quelques exemples, mais dans des villes qui sont composées au cours des siècles et où on ajoute en gros, vous avez un bâtiment à faire quelque part, vous ajoutez quelque chose dans une longue généalogie. C'est impossible de ne pas s'intéresser, même si vous faites différemment, à qu'est-ce que c'est cette généalogie, qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce qu'à côté, on construisait en pierre, on construisait en meulière, on construisait en briques, on a construit en béton, on a construit en métal. Et vous construisez en... Hop, et vous êtes dans une sorte de généalogie, et ça a du sens ou pas, selon les choix. Alors là, juste, je montre ça parce que ça montre aussi le sujet. Ça, c'est un livre, c'est tiré d'un livre qui parle de la réparation de l'architecture. Le mot réhabilitation n'existe pas en finnois. Les gens disent réparation. C'est-à-dire on répare un bâtiment. Korjata, c'est en finnois. Et donc, il y a tout un relevé, donc de 1891 jusqu'en 2000, en gros, de maisons. Alors, la typologie, la façade, la coupe, en axiométrie, comment ça marche, le détail en pied d'immeuble, le détail courant du mur et ce qui se passe en toiture. Puis c'est chaque moment, en fait, sur une vingtaine d'exemples significatifs, 91, 1905, 1914, 1900, je vous passe les détails, mais à un moment donné qui s'intéresse de manière très très fine à l'évolution des modes constructifs. Et tout ça, et la manière dont les choses s'articulent à l'intérieur même de l'architecture, la chair de l'architecture, on est en train de parler de construction, de choses extrêmement disciplinaires. Mais ça, évidemment, qui interfère avec le paysage urbain, avec les usages, avec le rapport au rez-de-chaussée, avec les filières constructives qui sont tout autour,
avec tout un univers finalement, qui est un univers aussi territorialisé, j'insiste là-dessus, et c'est une sorte de grand récit, c'est une manière de parler de la ville qui passe pas par l'histoire, je dirais, traditionnelle, mais qui est aussi une manière de s'intéresser. Là, on est en 1963, voilà. Tout change. Il n'y a plus la cour et la façade principale, les bâtiments en deux faces, beaucoup plus équivalentes, etc. On est sur des panneaux préfabriqués qui sont accrochés sur une structure. Voilà. Je ne détaille pas, mais simplement... Et puis, in fine, à chaque fois, tout ça, c'est aussi, et ça accompagne l'évolution de 1890 dans les années 80. Ça, c'est les années 60, les années 50, puis 1915. La question de la fenêtre, et ce à quoi elle renvoie, le paysage qu'elle permet de cadrer, etc. C'est-à-dire qu'on a, et j'aurais terminé, on a presque, je me sens en tous les cas moi, dans l'obligation à un moment donné de remettre sur le métier ces questions constructives qui me paraissent être aujourd'hui la principale difficulté à laquelle on est confronté, c'est comment bien construire, comment mieux construire, comment construire à la fois économiquement et dans de bonnes conditions, qui est presque l'unique question à laquelle on est confronté, je dirais, dans des contextes urbains qui se déploient, qui se développent, et où finalement, quelle que soit l'intelligence des plans qu'on peut faire, si on n'arrive pas à un moment donné à maîtriser ça, ou à réintroduire en fait cette attention, on passe à côté de quelque chose de fondamental. Parce que l'expérience, je dirais, le plaisir de la ville, mais aussi l'expérience qu'on partage avec nos concitoyens, la famille, les amis, les gens qu'on ne connaît pas, etc., dépend quand même, est absolument transcalaire. Absolument transcalaire, c'est-à-dire qu'elle dépend bien évidemment de la manière dont le territoire fonctionne, comment on se déplace, etc., mais elle dépend aussi de la manière dont le quartier est organisé. Où sont les magasins, est-ce que j'ai vu, est-ce que j'ai des espaces naturels à côté, comment je me promène, etc., dont le bâtiment est construit, dont il est organisé par rapport à ses voisins, et dont, in fine, en fait, la forme de ma fenêtre, et ce que je vois depuis ma fenêtre, et qu'est-ce qui se passe, et le toucher très concret de ça. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à être dans cette école, c'est-à-dire que ce souci-là, qui est un peu là, j'ai pris l'exemple des pays du Nord pour en parler, mais qui est un peu quelque chose qui me travaille depuis maintenant plus de 25 ans, qui fonde ma pratique professionnelle. Cet ensemble en fait, d'exigences, d'attention successives, portées à toutes les échelles. J'ai l'impression qu'elle se retrouve dans cette école, portée par tout un ensemble d'enseignants, qui se complètent quelque part pour fabriquer chez vous justement les conditions de cette attention, de ce savoir-faire, de cette la sensibilité à la responsabilité qu'on a à toutes les échelles, les choix qu'on va pouvoir proposer, les choix qu'on va pouvoir faire pour arriver en fait à ce que ce récit continu qui est la vie quotidienne de chacun se retrouve dans les choses qui sont effectivement construites. Voilà. Donc ça, c'est juste deux images. Alors c'est encore toujours pareil pour montrer à quel point les choses sont... Le rapport avec le lieu, je parlais de la Finlande, mais c'est un peu un prétexte, vous avez compris, mais à gauche, c'est une maison en Finlande dans les années 60, et à droite, c'est un bâtiment à Long Island d'un architecte américain qui s'appelle Philip Johnson et qui date de 1956. Voilà, donc j'ai essayé avec ces 5 thèmes de parler un petit peu, non pas de l'architecture en général, non pas de ma pratique en particulier, mais plutôt du rapport, en tous les cas des choses voilà, qui me préoccupent et qui j'espère vous touchent. Voilà, merci de votre attention.